Philippe Amidé, bonjour. Bonjour. Le numérique, ça couvre tout, je crois. C'est-à-dire qu'on le retrouve aussi bien dans les services domestiques comme la vidéo, la musique, que dans les Airbus, où ça représente 40% de la valeur d'un Airbus. Le logiciel représente 40% de la valeur d'un Airbus. Puis entre les deux, on le retrouve évidemment dans les automobiles, dans mon frigidaire, on le retrouve dans les réseaux, on le retrouve dans les entreprises, dans les processus de fabrication, on le retrouve absolument partout. C'est une force qui est révolutionnaire parce qu'elle amène de l'efficacité. Et je pense que le numérique est aussi un outil fantastique pour les citoyens. J'ai tendance à dire qu'avant, on avait un rapport de force entre les entreprises et l'État, et maintenant, il y a un troisième acteur qu'on voit d'ailleurs dans les révolutions arabes ou dans l'expression citoyenne dans les démocraties modernes occidentales, c'est la force du numérique comme canal d'expression des citoyens. Je ne vois pas vraiment de secteur qui n'est pas touché par le numérique en fait. C'est ça qui est fantastique, le numérique c'est la modernité et ne pas comprendre le numérique c'est ne pas comprendre finalement la société dans laquelle on vit. Le CNN a pour rôle d'éclairer le gouvernement sur le numérique en général. Il est saisi par le gouvernement ou il peut s'autosaisir. Donc on a été saisi sur un certain nombre d'enjeux qui sont des textes de loi ou des décrets, et puis on s'est auto-saisi sur d'autres sujets qui sont des sujets sans doute un peu plus vastes comme l'éducation ou encore l'open data. Deux exemples, il y a une taxe qui s'appelle la taxe Google, on jugeait qu'elle n'était pas appropriée et on a été voir les parlementaires pour leur expliquer qu'on pensait qu'elle n'avait pas de nécessité d'exister. Et on a réussi à faire en sorte que, jusqu'à présent, elle soit supprimée. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre d'action que peut avoir le CNN. Par ailleurs, on pensait que la JEI à l'égard des jeunes entreprises innovantes était un dispositif plutôt louable. On a souhaité le restaurer, ou en tout cas faire en sorte que les effets les plus pervers de la modification de la loi qui avait été faite à la fin de l'année dernière soient annulés, et on a réussi à faire en sorte qu'il y ait un amendement qui soit voté à la fin de l'année dernière. Alors, l'Hadopi tombe sous notre giron, oui et non, c'est-à-dire que, encore une fois, on est libre de s'auto-saisir de tout ce qu'on veut, mais on n'a aucune autorité sur l'Hadopi. On pourrait donner un avis sur l'Hadopi en l'occurrence, ce qu'on n'a pas encore fait, ce qu'on fera peut-être. On est depuis assez longtemps plutôt dans une posture d'audition des acteurs qui sont protagonistes autour de l'Hadopi. Je pense qu'on pourrait amener à donner un avis un jour dessus. D'accord. Sur la riposte graduée en spécifique ou l'Hadopi en général? Ou sur l'Hadopi en général. Mais l'Hadopi, c'est plus vaste que la notion d'Hadopi tel qu'il existe. C'est quel rapport le numérique doit avoir avec le monde culturel et comment est-ce que on doit faire en sorte que les gens aient de l'intérêt pour les contenus et la culture, et comment est-ce qu'on fait pour que la culture soit financée, ou tout au moins si c'est pas au numérique de la financer, comment est-ce qu'on fait pour que le numérique ne pénalise pas les activités culturelles. Non, moi j'ai pas du tout nommé les membres du conseil. Je crois même que j'ai été plutôt parmi les derniers à être coopté, ou en tout cas à être choisi, mis sur une liste par l'Élysée. Je connais pas le processus qui a abouti à la création de ce conseil. Ce que je peux dire, c'est que je me félicite des membres qui en sont partie prenante, parce que c'est des gens qui sont efficaces, qui partagent une vision qui est aussi la mienne. Et donc je crois il y a quelque chose d'assez consensuel dans la façon dont on perçoit la modernité et le numérique. Mais c'est une bonne question. Je pense qu'on est un petit peu entre les trublions et les gens qui doivent être canalisés. C'est-à-dire que le numérique, par définition, c'est une force alternative. On amène quelque chose, une vision qui est différente, parce qu'on construit le monde avec des références qui sont différentes, qui sont rupturistes.
Donc, et il faut arriver à faire en sorte que tout ceci forme une vision relativement canalisée, qui soit compréhensible par les pouvoirs publics. Donc on est un petit peu entre les deux. On est des gens qui ont une pensée profondément différente, profondément alternative. Il faut conserver ça, parce que c'est ça qui fait que on a des Zuckerberg, qu'on a des entreprises extraordinaires qui naissent, des idées dans tous les domaines qui sont extrêmement originales et extrêmement positives in fine. Et en même temps, il faut qu'on trouve finalement quels sont les éléments reproductifs pour qu'on puisse finalement développer cet écosystème avec évidemment le concours des pouvoirs publics. Alors si c'était votre petite sœur de 4 ans, je lui dirais que c'est nouveau, ça se développe très très vite, tout le monde en veut, et donc par définition, ça crée des emplois. Donc ça, c'est un petit peu l'explication courte. L'explication un petit peu plus technique, c'est que le PIB mondial, le PIB mondial, il croît aux alentours de, suivant les années, entre 4 et 6%. Et le secteur du numérique, on n'a pas vraiment d'études, mais on pense qu'il doit croître à un taux qui est supérieur à 10%. Donc il croît beaucoup plus vite que l'économie mondiale, qui croît déjà assez vite. Et il croît parce qu'il amène de l'efficacité dans tous les processus, que ce soit pour fabriquer une voiture, prendre un rendez-vous chez le dentiste ou regarder un film en 3D, c'est du numérique. Et évidemment, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que nouveau et performant. Non, je crois pas que c'est pas la question de savoir si ça leur plaît ou pas. Je pense surtout, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent cette nouvelle dimension. Les gens qui créent ces entreprises sont pour grande partie des autodidactes, en tout cas une proportion significativement supérieure que dans les autres domaines. Et je pense qu'ils le font parce qu'ils arrivent avec une vision qui est profondément originale et alternative. C'est une nécessité, c'est ça qui fait qu'ils réussissent. Et je crois que c'est la dimension qu'il faut qu'on arrive à intégrer, notamment dans les cursus de formation, c'est cette capacité à amener une pensée alternative. Alors, je suis assez réservé à l'égard de cette vision, d'abord parce que je pense qu'en Californie, il y a une sorte de concentration d'entrepreneurs. Donc c'est sûr que c'est un peu comme si j'allais me mettre ici dans une pépinière d'entreprise. Je regarde autour de moi, je vois que des entrepreneurs. C'est un petit peu la même chose quand on est dans la vallée en Californie. Donc ça, c'était un premier point. Et puis j'ajouterais que la France, c'est maintenant le pays qui crée le plus d'entrepreneurs en Europe, grâce en grande partie au statut d'auto-entrepreneur, mais aussi parce qu'il y a une dynamique qui a complètement changé par rapport à il y a 20 ans. Je prends pour exemple les très grandes écoles. Auparavant, il y a 20 ans, elles n'avaient ni majeur entrepreneur comme HEC par exemple, ni gens qui sortaient dans les 2 premières années pour monter des entreprises. C'est encore des proportions relativement faibles, de quelques pourcents, mais c'est mieux que rien, ce qui était le cas il y a 20 ans. Donc il y a une forte évolution, je pense, due en partie au fait que tout le monde connaît quelqu'un qui a réussi dans une start-up, aussi parce que il y a la pression du chômage qui fait que les gens se disent finalement pourquoi ne pas monter mon entreprise, mais la mentalité à l'égard de l'entreprise a évolué de façon très très significative, et moi je le dis d'autant plus que ça fait 20 ans que je monte des sociétés et je le vois très concrètement à chaque fois que je monte une société. J'ai pas nécessairement les idées. Dans la plupart de mes entreprises, j'ai pas eu les idées moi-même. Donc c'est en partageant avec les gens que c'est une sorte de mash-up de concepts où je me dis tiens, si je mets ça dans ça, ça peut faire quelque chose. Par exemple, MusiWave, c'est de la musique sur les mobiles. C'est parti au départ du fait qu'on voulait monter un portail de MP3. Puis en réfléchissant, on s'est dit, on a une expertise, enfin moi j'avais une expertise dans le domaine du mobile, musique plus mobile, MusiWave. Voilà, bon, si je prends l'ensemble des entreprises que j'ai créées, ça s'est à peu près passé comme ça. Donc je crois que ce qui est très important, c'est d'avoir une capacité transgressive et de l'appliquer à des domaines plus ou moins connus et de se dire, tiens, si je prends ça et que je le retournais, est-ce que je pourrais pas en faire quelque chose, quoi.
Alors les statistiques sont assez éloquentes, hein. Je crois que plus de 50% des entreprises sont créées avant 35 ans. Donc c'est plus, moi je suis plus dans l'autre partie. Mais non, je crois qu'il y a surtout un état d'esprit, une envie, et on peut créer à n'importe quel âge. Je crois que le garçon qui a fondé le groupe qui est au-dessus de MTV, j'ai oublié son nom, c'est John Malone, je ne sais plus comment il s'appelait. Il a fondé tout ça à 67 ans. Donc on peut entreprendre assez tard. Un Auric 1, mais je sais pas quel âge je dois avoir, 15-16 ans. Alors, c'est un garçon qui s'appelle Bertrand Duplat qui m'a montré ça pour la première fois. Et ça devait être... Et la première fois que j'ai entendu parler d'Internet, ça devait être en 91, je crois. Et c'est lui, je crois, qui m'a fait faire ma première session sur CompuServe. Je sais pas quelle année c'était, voilà. J'ai jamais eu de console de jeu à proprement parler. J'ai joué pas mal chez des copains sur Atari. Mais non, je n'ai pas... Enfin, j'en ai maintenant, mais je suis pas un grand fan de jeu. Et je sais pas si j'ai vraiment fait des SMS un peu chauds, en fait. Il faudra demander à ma femme, mais j'en sais rien, en fait. Plutôt comics. Plutôt comics. Ah, c'est vraiment bien geek, quoi. IT Crowd, Big Bang Theory ou IT Crowd? Là, ils sont décodés. Là, c'est des séries. Séries américaines, plutôt bande de geeks, plutôt accessible, on va dire, ou plutôt l'humour anglais qu'IT Crowd. IT Crowd, humour anglais ou geek vraiment hardcore, c'est ça? On va dire physicien, docteur en traitement de signal. Ah, moi j'aime bien la physique fondamentale. J'aime beaucoup la physique fondamentale. Théorie des cordes et compagnie. Voilà, exactement. Plutôt casual, ouais. Mythique ou speed dating? Je suis pas tellement ni mythique ni speed dating, désolé. Ça va faire plaisir à Simoncini. Ouais, non, j'aime bien Marc par ailleurs, mais c'est... ouais. J'ai été sur Mythique une fois, et c'était très très rigolo, parce que c'était pour aider une fille qui n'arrivait pas à y aller. Et je me suis fait passer pour elle, et je me suis bien marré. Alors philosophiquement, plutôt la rencontre à l'ancienne, ou plutôt vraiment numérique jusqu'au bout? Plutôt quoi ou Plutôt la rencontre à l'ancienne, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un dans la rue et discuter. Homme ou femme en général, ou plutôt la bonne vieille technique. Mais je me suis jamais fait d'amis sur Facebook, en fait. J'avais toujours, tous les gens que je connais, je les ai rencontrés dans la vraie vie. Il y a des gens qui me contactent, j'ai toujours une réserve par rapport à ça. C'est peut-être idiot, hein, mais je préfère voir les gens. Je trouve qu'on voit tellement plus que sont les gens quand on les rencontre que quand on échange des heures sur Facebook. C'est vrai, plutôt Seigneur des Anneaux, ouais. Plutôt elfe. Ah oui, alors je sais plus, non. C'est tu ne jamais tuer d'humain, je me rappelle plus, je me souviens plus. J'avais ça à l'esprit, mais non. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il faut me déconner. Merci Gilles Babinet. Merci.